Salut à tous! Alors j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite vidéo sur XRP, avant de continuer, parce qu'il y a vraiment plein de bonnes nouvelles et ça promet du très, très lourd. Alors au niveau du prix, on est toujours un peu stagnant comme toutes les autres cryptos. Il y a des hauts et des bas, mais pour moi, on est tout simplement en attente. On est en attente de la suite au niveau plus global, hein, plus politique, plus, financier, global. On est vraiment en train d'attendre, ce qui va se passer et moi je pense que tout ça, c'est un scénario de toute façon depuis longtemps et je pense vraiment que 2022 sera l'année de XRP. On aurait déjà dû avoir notre année en 2021, mais ça a été repoussé et retardé par la fameuse plainte de la SEC contre Ripple, donc la compagnie qui gère XRP. Mais tout ça, c'est un scénario, j'en suis de plus en plus convaincu, et ça se voit de plus en plus. Le monde tourne complètement à l'envers, et si on arrive à trouver et focaliser sur les pépites qui sont dans l'arrière-plan de ce monde, quand le monde va se retourner, je peux vous garantir que tout va s'inverser. Et ça me donne envie de commencer avec cette interview de Vitalik Buterin, donc, qui est le fondateur de Ethereum, et qui a été interviewé pour voir un petit peu où il en est de ces évolutions de Ethereum, parce que pour l'instant, ça devient un peu inutilisable et super cher. Donc l'idée, c'est de comprendre un peu où il en est, qu'est-ce qu'il fait. Et j'ai halluciné dans cette interview, je sais pas si j'avais envie de rire ou pleurer, de voir ce jeune avec son sourire niais qui raconte à quel point Ethereum, en fait, ça avance pas. Et alors, je sais pas si vous comprenez l'anglais, mais je vais vous la mettre quand même juste pour que vous ayez au moins le ton et l'énergie de Vitalik. Vous allez voir à quel point à la fois il annonce des mauvaises nouvelles, mais à la fois on dirait qu'il en a rien à faire. Et moi, personnellement, ça me paraît être un clown, ce mec. Alors, je spécule encore une fois, c'est mon avis, faites-en ce que vous voulez. Mais dans cette vidéo, il est capable de dire que Ethereum a 6 ans de développement et qu'ils en sont à peine à 50% de ce qu'ils voudraient atteindre. Et quand les deux intervieweurs, que je trouve très bien aussi, et on les voit un peu, ils sont presque dépités parce qu'ils comprennent pas non plus, quand ils le questionnent sur l'avancement de sa roadmap et lui demandent si ça pourrait encore durer 6 ans, et lui, il répond avec son sourire niais qu'il espère que ça puisse durer 6 ans. Donc on n'est même pas sûr qu'il arrive à faire ce qu'il veut en 6 ans. On est dans un monde hyper concurrentiel, il y a plein de nouveaux qui arrivent qui savent déjà faire tout ce que lui, il veut développer. Il a un retard énorme sur son développement, on ne sait même pas s'il va y arriver, et lui, il est là avec son sourire niais à essayer de faire comme si de rien n'était. Personnellement, je comprends pas ce comportement, je comprends pas ce jeune, et moi ça me paraît bizarre. Et si franchement, l'avenir de la finance, c'est ce jeune, ben moi je signe pas. Donc encore une fois, je vais spéculer un peu. Quand on voit qu'on a des flares qui arrivent et qui sont en test depuis maintenant presque 6 mois, et qui font déjà ce que lui, il va mettre peut-être 6 ans à faire, et qui sont proches de déployer leur solution, et en même temps, on a des Solana, des Avalanche, des Terra, des Phantom, tous ces protocoles qui sont déjà prêts et qui sont déjà en fonction et qui sont beaucoup moins chers, plus rapides et plus performants. Personnellement, ça me conforte dans mon choix de ne pas avoir d'Ethereum. Et dans le petit extrait que je vais vous mettre ici, il est en train de se faire piquer une partie de son business par Binance et ça le fait rire. Fun fact from my recent trip to Argentina. So guess what is the alternate layer one that it is that the like people just like using cryptocurrency on the ground for commerce in Argentina are using most often, that as far as I can tell. Bitcoin? No, Tron. Bitcoin's also expensive, right? Oh, okay. It's one where transactions are extremely cheap. Okay, well, let's go through it. Is it Matic? No, Is it okay? Not Matic. Is it Terra? no. Binance Chain? It's Binance, not Binance Smart Chain. Binance Binance itself. Decentralized Exchange. Ah, okay. Wait, yeah. for you know, like for doing what? What are they doing on Binance? Like they just like need cryptocurrency for payments. Like one of them was just a coffee shop that accepted crypto. There are a couple of other businesses. Like when I ask if I can pay with ETH, they just show me the QR code of a deposit address, and like it's just obvious that they're used to like Binance to Binance transfers, which are instant, right? And like my Ethereum to Binance transfer has to wait for 12 confirmations in the app. So yeah, you know. Donc c'est sûr, on peut sentir l'ironie dans le ton de sa voix. Mais n'empêche qu'en termes de cas d'utilisation et d'utilité, c'est Binance qui a gagné. Donc moi, ça me ferait pas rire. Bref, c'est super étrange et en tout cas, ce souhait de supprimer les banques, à mon avis, c'est une grosse erreur. Mais on verra, l'avenir nous le dira. Alors ensuite, j'ai eu quelques questions par rapport au fameux buyback des XRP. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi le XRP serait racheté entre 10 000 et 30 000 $, voire même un peu plus, comme on le voit ici, 37 500 $ par XRP, par la Fed. Et difficile à dire ce qu'il en est. En tout cas, voilà, il y a des rumeurs comme quoi. J'ai vu aussi des documents qui paraissent officiels sur le fait qu'effectivement, il y ait des discussions sur un rachat des XRP à un prix entre 10 000 et 30 000 $. Mais aujourd'hui, c'est super difficile de savoir si c'est des vrais documents, s'ils sont bien légitimes, etc.
Donc moi, pour l'instant, je dirais que c'est que du bruit. Si ça arrive, tant mieux. Et si ça arrive, je peux vous dire que si jamais un gouvernement revient vers vous et vous demande de racheter vos XRP à 10 000 balles, ma suggestion, c'est d'en lâcher que 20 ou 25%, pas plus. Gardez le reste. Si les gouvernements vous rachètent 10 000, c'est que ce truc-là va valoir beaucoup, beaucoup plus. D'ailleurs, c'est super bizarre en ce moment. Tout le monde est en train de retourner sa veste. Tout le monde commence à dire: «Ouh là là, XRP, en fait, peut-être que c'est le gagnant. Peut-être que c'est celui qui va changer notre monde». Il y a des youtubeurs qui en parlent de plus en plus. Il y a des youtubeurs avec des millions d'abonnés qui en parlent et pourtant le prix du XRP ne bouge pas. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un scénario qui tourne. Il y a quelque chose qui maintient le XRP en bas et d'ailleurs, en ce moment, qui maintient toutes les cryptos en laisse. Et moi, c'est tout ça qui me fait me poser beaucoup de questions parce que comme on le voit ici, il y a donc Craig DeWitt, je ne sais pas trop comment on dit, mais qui vient de Ripple et qui est devenu le vice-président du US Faster Payments Council. Donc en gros, c'est le conseil des paiements plus rapides aux États-Unis. Et donc c'est un mec de Ripple qui prend la place de vice-président pour les paiements plus rapides et notamment comment ils vont pouvoir fonctionner avec les CBDC. Et les CBDC, c'est quoi? C'est les Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire les devises électroniques que vont déployer les banques centrales d'ici peu. Je ne sais pas si vous voyez le lien, mais moi je le vois bien. C'est en train d'avancer toujours, alors à pas de fourmi peut-être, mais en arrière-plan ça avance. Ripple a des tentacules partout et il y a vraiment trop peu de monde qui en parle et moi j'aime ça, je peux vous dire que j'aime ça. Alors ensuite j'ai vu un truc super intéressant qui nous vient directement de l'IMF, donc c'est le FMI pour nous en français, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, comme quoi il y a 10 pays qui auraient fait une simulation de cyberattaque sur le système financier global. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais la dernière fois qu'on a eu une simulation, c'était une simulation de pandémie, et je crois que si je ne me trompe pas, c'était en novembre ou en décembre 2019, juste avant qu'en 2020, on déclare une pandémie globale. Donc moi j'aime ce genre d'informations. J'aime et j'écoute. J'écoute en arrière-plan, parce qu'il ne faut pas nous prendre que pour des cons. Et quand on voit une news comme ça, on peut s'attendre à une cyberattaque. Et comme par hasard, ce serait une cyberattaque non prévue, évidemment, tout comme la dernière pandémie qu'on a eue. Et ça veut dire quoi? C'est surtout comment s'en prémunir. Et typiquement, évitez de laisser trop de vos cryptos dans les échanges. Laissez seulement ce que vous échangez dans les échanges centralisés. Et le reste, mettez-les dans vos propres porte-monnaies. On a parlé des Ledger, on a parlé de MetaMask. Et il y a plein d'autres porte-monnaies partout où vous pouvez posséder votre propre crypto-monnaie. Parce que si les plateformes devaient être hackées, que votre banque aussi, et que vous avez accès à plus rien, et que vous pouvez même perdre des tas de fonds juste parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire une cyberattaque, vous aurez plus que les yeux pour pleurer. Donc attention à l'argent que vous avez à la banque, retirez un peu de cash, ça sert à rien d'en retirer beaucoup, mais retirez un peu de cash, et mettez votre crypto à l'abri. J'ai fait une vidéo sur comment sécuriser sa crypto. Il y a plusieurs vidéos qui parlent de MetaMask et des Ledger, ou du porte-monnaie Xuum par exemple. Tout ça, c'est à utiliser à fond. Alors ensuite, la prochaine date par rapport au procès, c'est donc le 14 janvier 2022. Donc ça arrive à vive allure. Je pense pas que ça aura un énorme impact sur le prix. Mais en gros, c'est la fin du délai qui a été prolongé par le juge pour que la SEC puisse continuer à aboyer ses absurdités. Donc ça a été déjà repoussé 2 fois par le juge à la demande de la SEC. La dernière date, c'était le 12 novembre, qui a été repoussé au 14 janvier 2022. Ça, c'est-à-dire que ça note la fin de la phase de découverte. Évidemment, Ripple, eux, sont prêts depuis belle lurette, mais c'est la SEC qui a encore souhaité retarder l'affaire. Pour moi, c'est un scénario, et ils ont simplement retardé parce qu'au niveau institutionnel et politique, ils sont pas encore prêts. Donc, on fait perdre du temps à tout le monde. Encore une fois, je spécule, mais c'est mon avis. Après le 14, on sort de la phase de découverte et on peut rentrer dans la finalisation du procès. Et si tout va bien, ça devrait se terminer vers mai, mais à mon avis, on ne sera pas prévenu de la date finale et de la date réelle à laquelle ça va se terminer. Ensuite, encore un nouveau partenariat pour Ripple qui s'est donc associé à l'échange Lulu dans le but d'accélérer les paiements vers et depuis la National Bank of Egypt. Et on sait que Ripple travaille depuis longtemps avec cette banque. Et c'est donc encore une belle étape en avant pour Ripple. Et bien sûr, très peu en parlent. Ensuite, on avait entendu une rumeur comme quoi Ripple allait devenir partenaire de Amazon. Et a priori, c'est le cas. Donc là, on voit directement sur le site d'Amazon qu'ils affichent le profil de leur partenaire Ripple en expliquant donc les avantages à faire un partenaire avec eux et pourquoi utiliser leur technologie sera ultra bénéfique pour eux. Alors tous ces liens, je vous les ai mis en description, c'est des sources que j'ai et que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lire. Ensuite, donc là je vous ai mis aussi de Ripple France, je vous ai mis la liste des partenaires à ce jour répertoriés de Ripple en termes de banques, d'institutions, d'applicatifs, etc. Et donc, vous pouvez retrouver la liste. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque vous pouvez avoir le lien et la lire vous-même.
Mais en gros, voilà, donc les banques centrales qui sont déjà partenaires, les institutions financières, les banques, etc., les banques nationales et internationales, et toutes les solutions de paiement à ce jour qui sont en discussion avec eux. Mais le plus important dans tout ça, c'est la norme. Dans ce conglomérat de systèmes financiers et d'interopérabilité, comme on dit, c'est-à-dire comment les uns vont discuter avec les autres pour avoir un système financier qui est unifié et qui tourne bien, bah, tout ça c'est régi par des normes et des standards. Et justement, c'est ce que fait la norme ISO 20022, qui est expliquée aussi, dont je vous ai mis le lien, et qui explique que c'est une norme et un moyen de standardiser les méthodes, les processus qui seront utilisés par les institutions financières. Donc toutes les institutions crypto, banques qui seront ISO 20022 pourront discuter entre elles, et c'est ça que voudront toutes les institutions financières, puisqu'elles pourront communiquer entre elles facilement et s'interfacer les unes avec les autres. C'est ça justement qui permet un bon fonctionnement de toute une organisation financière. Donc ça aussi, vous pouvez vous renseigner sur le site que je vous ai mis en lien, c'est super intéressant. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Bah, c'est parce que évidemment, on va retrouver ici donc 5 cryptos qui sont donc compliant, ça veut dire qui sont aux normes ISO 20022, évidemment dont on parle très peu dans les médias. Et pour moi, ça fait partie du monde qui tourne en arrière-plan, que personne ne regarde, mais qui va déployer toute sa puissance quand le monde va se retourner. Et alors, si on déroule un peu l'article, on voit ici qu'on a 2 cryptos qui ne sont pas seulement aux normes, mais qui sont aussi membres de l'organisme ISO 20022. Et devinez quels sont les 2 cryptos qui sont déjà aux normes et membres? Eh bien, c'est Ripple et Stellar, comme par hasard. Et puis, on peut voir juste en dessous ici qu'il y a d'autres cryptos qui sont déjà aux normes, comme XDC, IOTA, Algorand. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, et moi, c'est pour ça que je me place sur ces cryptos, parce que je sais que, personne ne supprimera les banques, parce que pour supprimer les banques, il faut avoir du pouvoir et de l'argent, et le pouvoir et l'argent, c'est eux qui l'ont, donc ils ne vont pas s'auto-supprimer, ça, c'est pas possible. Et là, pour moi, on est juste en attente. Ils nous laissent jouer avec des technos comme Bitcoin et Ethereum qui vont peut-être supprimer par la suite. Évidemment, je spécule encore, mais à aucun moment ici dans cet article, on nous parle de Bitcoin ou d'Ethereum. Et ici en dessous, on nous parle de 3 cryptos qui ne sont pas encore officiellement listés comme ayant la norme ISO 20022. Et donc c'est Hedera Hgraph, Hbar de son petit nom, Quant et Cardano. Alors moi je dis ça, je dis rien, mais si vous êtes un peu patient et que vous voulez vraiment gagner, plutôt que de sauter d'un truc qui brille à l'autre, avec 1% de son porte-monnaie pour essayer de gagner, moi je vous suggère de vous placer là-dessus, d'être patient, parce que ce que j'aime moi par-dessus tout, c'est ce dont très peu de gens parlent, mais qui en arrière-plan sont en train de s'enraciner dans le système. Donc Ripple et XRP, comme je vous l'ai déjà dit, ils ont pour mission depuis le début de remplacer le système qui fait les paiements internationaux, donc le système SWIFT, ou plutôt Swift de remplacer son système grâce à XRP, puisqu'évidemment, eux, ils veulent du super rapide et du pas cher. Stellar, comme j'ai déjà dit aussi, c'est son petit frère qui, lui, va essayer de rendre bancables les pays qui le sont très peu aujourd'hui. Et maintenant, devinez quoi? Sur le site de Swift lui-même, qu'est-ce qu'on voit? Que Swift est en train de se rendre compliant ISO 20022 pour la suite de ses opérations. Alors on peut bien se demander quelle techno ils vont utiliser ensuite, qui serait aussi à la norme ISO 20022 pour faire le boulot. Voilà, alors tout ça c'est d'excellentes news. Donc moi je crois que je vais adorer 2022. Et si c'est pas 2022, ce sera 2023, mais de toute façon cette patience nous fera gagner et je pense que les guerriers XRP qui ont vécu tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant seront récompensés de leurs attentes. Et d'ailleurs c'est marrant parce que si on enlève simplement un 0 à ce 20022, c'est marrant ce que ça fait. Et finalement, donc une dernière petite chose, puisqu'on me l'a demandé aussi dans une vidéo, donc c'était de vous donner un peu mes paliers de sortie XRP, à savoir donc qu'est-ce que j'ai prévu de sortir et à quel palier en fonction de ce que je vois aujourd'hui. Donc voilà mes paliers. Alors c'est des paliers en euros, mais vous pouvez les avoir en dollars si vous préférez. En tout cas, ce que je suggère toujours, c'est de sortir un peu avant un palier psychologique. Là, par exemple, on sait que les paliers psychologiques, ça va être 5 euros, 10 euros, 20 euros, 15 euros. Enfin bref, c'est les chiffres ronds. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur le carnet d'ordre, quand on met des paliers de sortie à un peu moins qu'un palier psychologique où tout le monde va sortir, on est sûr de sortir un peu avant. On fait un peu moins de gains, certes, mais on est sûr que notre ordre va passer, plutôt que de le manquer justement parce que tout le monde est là. Donc à 4,90, je sortirai 2% de mes XRP. À 9,80, je sortirai 5%. À 19 euros, 2%. À 49 euros, 2%. À 98 euros, 2%.
Alors vous voyez, je vais loin, hein, ça peut paraître même bête pour certains, mais peu importe parce que moi je sais où XRP va et je suis certain que ces paliers sauteront un jour et si c'est pas cette année, l'année prochaine ou l'année d'après, peu importe. Mais moi je suis calé et je suis calé aussi parce que je sais qu'il peut y avoir des tests où le prix va monter et descendre très fort. Donc j'ai programmé ces paliers. Donc ensuite j'ai un palier à 480 € où je sortirai 7% et enfin pour l'instant un palier à 970 € où je sortirai environ 10%. Le tout représente à peu près 30% de mon porte-money XRP. Donc ça, c'est ma stratégie par rapport au nombre de XRP que j'ai actuellement. Évidemment, si sur le chemin, on a des rechutes, par exemple, disons qu'à 49 €, il retourne à 20 €, bah évidemment, je vais en racheter probablement à 20 €, 20 ou 25 €, et mes paliers pourront être amenés à changer. Mais en tout cas, pour l'instant, mon plan, le voilà. Et même si l'état des marchés n'est pas terrible en ce moment, je crois beaucoup en une montée avant une rechute. Et ma suggestion ici, c'est de préparer vos paliers à l'avance. Si c'est sur des échanges, de les programmer. Sur Kraken, par exemple, ça va s'appeler des ordres Take Profit. Vous les programmez au prix que vous souhaitez. Et comme ça, ce sera automatiquement exécuté si le prix monte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand le prix monte, vous pouvez avoir accès aux plateformes. Mais plus c'est euphorique et moins les plateformes vont être accessibles. Il faut savoir que quand on est dans la rechute derrière, vous ne pourrez même pas accéder à vos plateformes. Les serveurs seront surchargés et vous ne pourrez pas aller sur votre plateforme pour vendre votre crypto. C'est quelque chose à savoir et dont très peu parlent. C'est bien joli de dire je sortirai juste avant le crash, sauf que c'est pas possible. Premièrement, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que ça crache et deuxièmement, quand ça a commencé à crasher, vous ne pourrez même pas vous connecter à vos plateformes. Tout sera saturé. Donc mon conseil, c'est de mettre vos paliers sur la montée et quand ça commence à cracher, vous vous en foutez parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est donc super important de programmer vos ordres. Voilà mes chers guerriers XRP, une nouvelle vidéo qui met en confiance sur cette super techno. Et d'ici la prochaine, je vous dis à très vite.